Bonjour, c'est Mimi et bienvenue dans The Boys Club, mon podcast sur la masculinité. Comme vous vous apprêtez à l'entendre, cet épisode est un petit peu particulier puisqu'il a été tourné avec Fab, qui est d'habitude mon co-host qui interviewe avec moi. Cette fois-ci, c'est lui qui répond à mes questions. Et surtout, il a été tourné en public lors d'un événement organisé par l'Espace Santé étudiant de Bordeaux. On les remercie très fort pour leur invitation. C'était vraiment une super occasion de rencontrer des mademoiselles et des demoiselles et d'échanger autour de la masculinité, entre autres sujets. Je vous laisse donc avec The Boys Club de Fab, une édition un peu spéciale. Simone de Beauvoir a écrit qu'on ne naît pas femme, on le devient, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a aussi écrit un peu plus tard « On ne naît pas homme non plus, on le devient aussi ». Car finalement, la masculinité, c'est comme la féminité, c'est un ensemble de codes et de règles qu'on impose à des personnes en fonction de leur genre. Et pour les femmes, c'est très vite devenu une question de vie ou de mort de se libérer de la féminité, puisque c'est ce qui les empêchait d'être citoyennes. Et il a bien fallu, au bout d'un moment, qu'on ait le droit de vote et de travailler, même si on était des petites choses fragiles et trop émotives pour avoir un avis. Mais pour les hommes, ça prend plus de temps. Pourtant, la masculinité, c'est aussi une question de vie ou de mort, puisque ce sont les hommes notamment qu'on envoie s'entretuer à la guerre. Mais c'est là le piège de la virilité, c'est qu'un homme, quand il est viril, ne se plaint pas, et il ne se plaint pas non plus de la virilité, sinon c'est pas vraiment un homme. Donc ça fait, on va dire, aussi longtemps qu'il y a de la masculinité, en tout cas des codes de masculinité assez rigides que des codes de féminité, mais ça fait pas très longtemps qu'on y réfléchit et qu'on les déconstruit. Personnellement, le sujet me fascine, parce que toute l'humanité me fascine, y compris la moitié qui est un homme. Et ça fait un moment que j'attends que des hommes en France se saisissent du sujet et créent un podcast comme The Boys Club où des hommes parleraient de masculinité et de ce que veut dire pour eux être un homme. Sauf que j'ai attendu quasiment 3 ans et grâce au coup de pouce mental de Fabrice Florent, j'ai fini par dire je vais arrêter d'attendre et je vais le faire en espérant que ça en inspire d'autres. Donc, j'ai lancé The Boys Club, un podcast où, avec Fab, on reçoit un mec et on lui demande de nous parler de son genre. Vous pouvez vous abonner sur toutes les applis de podcast pour retrouver les anciens épisodes. On est aussi sur SoundCloud et YouTube. Et aujourd'hui, c'est l'épisode un peu spécial de The Boys Club, en direct avec vous à Bordeaux, grâce à l'Espace Santé étudiant, où Fabrice va nous parler de sa masculinité. Est-ce qu'on peut applaudir Fabrice, s'il vous plaît ? Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. Ah, c'est beau. On gardera cette intro pour tous les prochains épisodes, comme ça les gens croiront qu'on a une foule en délire. Sinon, on est en slip en vrai dans pas notre bureau. en slip, mais sur un canapé un peu nul. Un peu nul. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité. Tous les 15 jours, un homme vient nous parler de son rapport à son genre. Et d'habitude, Fab et moi, on interviewe un mec. Et aujourd'hui, j'interviewe Fab. Ouais. Tu es content de faire ton propre épisode de The Boys Club ? Oui et non. Pourquoi oui, pourquoi non ? Oui, parce que je pense que j'ai des trucs à dire sur le sujet. Non, parce que en fait, c'est un peu flippant de parler de sa masculinité. Et est-ce qu'on fait full disclosure ou pas, comme ils disent aux États-Unis ? Oui, moi je pense qu'il faut être honnête avec les gens. Tout ça. Je pense que c'est important l'honnêteté. En fait, on a déjà enregistré cette discussion, mais il y a avant que le 4 mois. podcast commence, ouais. Il y a un petit moment. Et en fait, on voulait faire de cet épisode le pilote. Et au final, on a décidé ensemble avec Mimi que peut-être j'étais pas un bon test en fait pour un pilote, parce que vous allez voir, mais j'ai pas mal réfléchi, notamment dans ma position en tant que fondateur de Mademoiselle, n'est-ce pas, qui est un magazine pour les meufs, que j'ai pas mal réfléchi à ma position de mec au sein de la société, n'est-ce pas ? Et on a fini par la foutre à la poubelle en fait, cette interview. Parce qu'on s'est dit qu'on la referait mieux. Voilà. En fait, Fab était peut-être, à notre avis, trop avancé dans les questions de masculinité pour qu'un mec lambda, on va dire, qui a jamais réfléchi plus que ça, puisse s'identifier. Et c'était important pour moi et pour nous que le podcast soit accessible et que ça soit pas directement estampillé comme c'est des concepts que je comprends pas, c'est des trucs qui me parlent pas, donc a priori je vais pas écouter au-delà du premier épisode. Donc on a commencé par des profils qui avaient moins réfléchi en fait au sujet. Il y a beaucoup de mecs avec qui j'en parle ou que même j'ai en invité auxquels je demande ça veut dire quoi pour toi être un homme, et ils sont là, je sais pas, personne m'a jamais demandé, j'ai jamais réfléchi. Alors que Fabi a pas mal réfléchi. Donc on s'est dit que plutôt que de garder son épisode pour le futur, on allait en profiter de cette invitation à Bordeaux pour en refaire un. Mais commençons par le vif du sujet. Ouais. Fabrice, ça veut dire quoi pour toi être un homme ? Ah là là, cette question est folle, vraiment. Pour moi, être un homme, c'est déjà une évidence.
parce que je pense que t'as jamais l'occasion de te confronter à cette question-là quand t'es un mec. Et je pense qu'on le voit justement dans nos premières interviews. C'est assez compliqué de te confronter à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand t'es une meuf, je pense qu'à un moment donné, quand on te file la pilule rouge du féminisme, je sais pas si vous avez le concept de la pilule rouge du féminisme, c'est le truc que vous prenez un jour et après, d'un coup d'un seul, votre vie change complètement et votre façon de voir les choses change complètement. Les trucs qui étaient pour vous avant assez classiques et banals finissent par devenir... c'est plus de la drague, c'est du harcèlement de rue, c'est relou. On peut plus ne plus voir le sexisme une fois qu'on a commencé à le voir. C'est comme le logo Carrefour, il est toujours là. Excellente analogie. En fait, effectivement, je pense que pour les mecs, c'est pas un truc qu'on subit au quotidien d'être un mec. Et si on le subit, en fait, on s'en rend, je pense, encore moins compte que les filles au quotidien. Parce que, par exemple, moi, dans ma vie, j'ai jamais été discriminé pour quoi que ce soit en tant que mec. Et si j'ai subi quelques railleries, c'était pas parce que j'étais un mec, en fait. C'est juste parce que j'étais en tant que personne. Et pour moi, le truc de base, c'est si vous êtes un mec et que le harcèlement de rue, vous comprenez pas le truc et que vous vous dites, en fait, les meufs, elles en rajoutent 3 couches, elles font du cinéma, etc. En fait, ce que vous faites, c'est que vous allez dans un endroit couru un samedi soir, un peu tard, avec une ou deux copines, et en fait, vous vous mettez 5 mètres derrière. Et vous vous rendrez compte en fait à quel point leur vie est insupportable. Et je continue. Alors je le sais moi maintenant. Donc j'étais l'un des premiers connards en 2011 quand l'équipe de Mad venait et me disait en fait un peu à la cantonade, oh, putain c'est relou, il y a cet ouvrier là, il m'a encore sifflé ce matin. J'ai vraiment été le premier connard à faire oh, ça va, t'es content, c'est un compliment, hein. J'avais encore l'accent du Nord. C'est sa pote Sopar. Hein. Ouais, on était encore dans le Nord à l'époque. Depuis, j'ai été obligé de l'enlever. Non, c'est faux, c'est n'importe quoi. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte à quel point c'était pas du tout des compliments et que c'était des conneries, qu'elle le vivait mal. Et au fur et à mesure, je continue à m'en rendre compte en fait tous les jours, alors que je sais à quel point votre vie, les meufs, c'est de la merde. Tous les jours, il y a un nouveau truc de « Ah, en fait, c'est encore pire que ce que je pensais. » Très bien, ça ne s'arrête jamais. En tant que mec, en fait, je peux sortir n'importe comment dans la rue. Vraiment, jamais on m'emmerdera. Et je pense que c'est ça pour moi être un mec, en fait. C'est déjà, de base, ne pas avoir la possibilité et d'avoir le luxe, en fait, de ne jamais se poser la question. En tout cas, jusque maintenant. Et est-ce que, du coup, depuis... 5 ou 6 épisodes de The Boys Club qu'on a tourné ensemble, t'as appris des choses sur la condition masculine qui t'étaient pas venues à l'esprit ? Alors non, parce que c'est pas pour faire genre oui, je sais. Non, en fait, le fait d'avoir monté Mademoiselle m'a vraiment amené à réfléchir à ma condition de mec. Je sais pas si vous avez en tête l'idée de déconstruction. C'est à un moment donné, donc vous avez cette fameuse pilule rouge que vous prenez un jour, et puis vous êtes obligé de vous changer complètement de façon de voir les choses, et vous êtes obligé de reprendre toutes vos bases et de les remettre à zéro en fait, et de repartir de ok en fait, donc je pensais ça avant et ça c'était une connerie, donc comment je fais pour revenir à zéro, pour remettre tout à plat. Donc on appelle ça je sais même pas, c'est un truc sociologique je pense, hein. Et donc effectivement derrière l'idée de déconstruction, j'ai complètement perdu le fil. Je te demandais si tu avais appris des choses au fil des tournages de The Boys Club. Je t'ai laissé dérouler ton idée que non, pas tant, parce que vraiment la déconstruction, je l'ai entamée. Alors je l'ai entamée il y a longtemps, quand je suis rentré d'abord chez Pimki. Donc j'ai bossé avant de monter Mademoiselle, j'ai bossé chez Pimki déjà. C'est bizarre pour un mec de bosser pour une marque de vêtements de fringues. Vraiment, j'ai des potes qui me regardaient en me disant qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, pourquoi tu vas bosser pour des fringues de meufs. Donc ça a été premier truc, on va dire. Et puis après la déconstruction, ça a été d'avoir 2 filles, enfin d'avoir une première fille qui allait à l'école maternelle, et un jour on lui a dit j'allais la déposer moi tous les matins, et la maîtresse lui a dit, elle voulait aller faire des coloriages, et la maîtresse lui a dit alors non, on va pas faire des coloriages parce que tu vois là il y a tous les garçons, on va plutôt avec toutes les filles, elles sont à la cuisine, hein, n'est-ce pas, en train de jouer à la dinette. J'ai pété un plomb, vraiment, je me dis mais pourquoi vous dites ça en fait, pourquoi, c'est quoi votre truc? Elle dit non mais elle pourra se retrouver avec toutes ses copines, ça sera sympa. C'était pas méchant de sa part, c'était vraiment pas une volonté de transformer ma
ma fille en future femme au foyer. Mais vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est vraiment, l'objectif, c'est de faire rentrer les filles dans le cadre. Et je pense qu'il y a un truc assez commun, parce que comme je fais effectivement ce podcast, l'histoire de Daron, où je fais parler des mecs, des jeunes pères, et des moins jeunes d'ailleurs. Et il y a ce truc, en fait, c'est plus facile, je pense, pour les pères de filles de se projeter, parce qu'il y a un moment donné où t'es en train de te dire, mais en fait, c'est la chair de ma chair qui est en train de vivre cette merde-là, et qui va vivre cette merde-là, et ça t'oblige, je pense, à déconstruire un peu plus vite. Après, le truc que j'ai appris, c'est sur donc, l'épisode 5, William Régeau, qui est donc gay, depuis qu'il a 15 ans, et donc, enfin, en tout cas... il l'assume depuis qu'il a 15 ans. Il a 44 ans. Il a 44 ans, et effectivement, toute son adolescence et toute son enfance, en fait, autour de l'idée, comment tu fais pour grandir dans un pays comme la France, qui a priori n'est pas non plus... c'est pas la Tchétchénie, quoi. À quel point c'est compliqué quand t'es un jeune mec homosexuel de grandir dans ce pays-là, quoi. S'il y a bien un truc que j'ai appris, en fait, sur la masculinité, c'était sans doute ce prisme-là que j'avais jamais vraiment été chercher, quoi. Et toi, en grandissant, est-ce qu'il y a des trucs qu'on t'a encouragé ou découragé de faire parce que t'étais un mec? Peut-être des trucs de filles que tu voulais faire ou des trucs de garçons que tu voulais pas faire? Alors, l'un des trucs de garçons que je voulais pas faire, c'était jouer au foot dans mon jardin avec mon frère. Donc, j'ai un petit frère qui a 1 an et demi de moins que moi et une petite sœur qui a 4 ans de moins que moi. Et avec mon frère, on jouait au foot. Et il y en avait toujours un, forcément, quand on n'était que deux, comme des cons. Il y en avait un qui tirait au but et l'autre qui devait faire gardien. Et en fait, moi, je détestais aller... je vous parle de ça, je sais pas, j'avais 7-8 ans, quoi. Je détestais aller faire gardien. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on avait un chien qui chie au fond du jardin. Et donc, mon frère, ça le dérangeait pas, en fait, d'atterrir éventuellement dans une merde de chien. Et moi, j'étais là, non, ça ne m'intéresse pas, en fait. Non seulement il faut sauter, et c'est complètement con de sauter après un ballon. Je le ferai plus tard au basket, oui. Notamment. T'as quand même fait beaucoup de basket. Bah oui, mais c'est pas pareil, en fait. Hein, tu t'es pas obligé d'aller t'éclater la gueule par terre pour aller attraper un ballon, vraiment. Et ma mère, c'est un truc qu'elle me sent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai 40 ans. J'ai eu 40 ans fin 2017. Et ma mère continue à sortir cette anecdote de con qui est: alors, quand t'étais petit, tu te souviens, tu voulais pas aller jouer au foot parce qu'en fait, t'avais peur de tomber dans le caca du chien. Vraiment, c'est vieux cette histoire. J'ai l'impression d'avoir évolué depuis, d'avoir fait des trucs mieux que ça. Et toi, tu continues à me ressortir cette anecdote qui pue du cul, vraiment, parce que j'avais pas envie d'atterrir dans les merdes du chien. Donc ça fait partie des trucs. Après, je pense que j'ai jamais été, tu vois, mes parents m'ont pas interdit, par exemple, de jouer à la poupée. Enfin, tu vois, ça m'a pas trop intéressé. C'est plutôt mon petit frère qui jouait à la poupée avec ma petite sœur. Mais comme ma petite sœur avait 4 ans de moins, tu vois, quand j'avais 16 ans, elle en avait 12, c'était un bébé. On n'a jamais eu vraiment de relation, alors qu'avec mon frère plus. Mais j'ai pas cette sensation-là qu'on m'ait interdit de faire un truc. J'ai été vraiment élevé un peu comme un mec de base, je pense. Et j'ai jamais été trop dans ce truc de tiens, en fait, il y a un truc de fille, je vais aller faire un truc de fille. Je me posais pas vraiment cette question-là. J'ai plutôt une enfance et une adolescence où je jouais aux jeux vidéo et je faisais du basket, donc. Je sais que ma mère m'a mis au basket parce que mon père faisait du basket à l'époque, mais c'était surtout parce qu'en fait, elle voulait pas que j'aille jouer au foot et que j'aille me crader les vêtements pour pas qu'elle fasse la lessive. Ceci dit, je suis très heureux parce que je pense que la culture qu'il y a autour du foot est une culture très... Alors, culture vestiaire, entre guillemets, qui est une culture très masculine et qui m'aurait pas vraiment plu. En tout cas, on jouait dans un club, mon club de basket était dans un club omnisport, et donc on se retrouvait avec tous les ans avec les copains qui faisaient du foot. Alors on se retrouvait au collège, on était au collège ensemble, mais après on faisait chacun différents sports. Et c'est vrai que les footeux, il y avait vraiment une culture bien à part. C'est un truc que je comprends pas, quoi. Donc je suis très reconnaissant. Alors sans doute c'était à cause à la base d'un problème de lessive. Mais je suis très reconnaissant à mes parents de m'avoir plutôt mis au basket, qui est un sport où effectivement il y a une culture. Alors, si tu veux, on peut parler des douches. Hein, oui, faisons ça. Quand tu veux.
Je racontais à Mimi que... Mais tu t'en souvenais plus, apparemment. Je racontais à Mimi que le truc qu'on faisait dans les douches quand on était ado, c'était de se pisser dessus, en tout cas sur les jambes de l'autre, et de faire en sorte que l'autre ne se rende compte de rien. Donc c'était un peu un jeu. Ouais, c'est pas, le pipi, c'est stérile, hein, ça va. C'est pas... Non, c'était juste une forme... c'était une forme d'amitié virile, mais elle s'incarnait pas dans le virilisme. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Explicite. En fait, on se faisait pas vraiment de... Bah, tu vois, il y avait pas ce truc de... Ouais, vas-y, on est des bonhommes et on est en... tu vois, non, pas du tout. Il n'y avait pas de coup de serviette sur les fesses. Mais juste non, mais non. Ah, si, j'avais des potes qui faisaient ça, mais moi, je sais jamais. Il y a des potes qui faisaient le coup de serviette, effectivement. Mais moi, ça m'intéressait pas vraiment. J'étais pas dans ce truc-là. C'est juste pipi sur les jambes. Alors, je n'ai à titre personnel jamais uriné sur qui que ce soit, parce que c'était pas mon délire. Mais je sais qu'il y a des potes, ça les faisait marrer de pisser sur... Et puis, il n'y avait pas qu'une vicose, hein, tu vois. Ça tournait un peu. L'objectif, c'était de pisser sur la jambe de l'autre sans qu'il s'en rende compte. Voilà. Ok. Fascinant. Ceci dit, il y a un truc dont je suis très heureux, c'est d'avoir fait du sport collectif. Parce que ça m'a détendu tellement fort par rapport à mon corps. C'est-à-dire que dès 6-7 ans, en fait, il y a un truc fou qui est, ils vous mettent tous ensemble dans les douches, ensemble, et en fait, tout le monde voit la top de tout le monde dès que tu as 7 ans. Et à l'époque, t'en fais pas une affaire, en fait. Et c'est un truc avec lequel tu grandis. Et donc, j'ai vraiment dû voir beaucoup de bites dans ma vie. Et en fait, si on parle tout de suite de ma bite, je suis en train de mener l'interview, j'ai l'impression, non ? Mais je te laisse parce que tu fais ça très bien. Si on parle tout de suite de ma bite, en fait, mon rapport à ma bite a été très très tôt apaisé par rapport au fait d'avoir une comparaison et d'avoir un échantillon de bites tout à fait normal et qui n'étaient pas juste des bites d'acteurs porno, en fait, qui étaient des bites d'humains normaux. Donc t'avais des mecs qui avaient des plus petites bites, donc il y en avait des plus grandes, mais en fait tu pouvais à peu près échelonner, en fait étalonner ta tub en disant moi ça va, je suis plutôt pas mal, je m'en sors plutôt bien. Est-ce qu'il n'y avait pas pas forcément des complexes, mais en fait en termes de comparaison, si tu as commencé à 6-7 ans, il y en a qui sont pubères plutôt que d'autres. Ah oui. Est-ce qu'il y avait cette envie de... Je sais pas, il y a toujours le côté genre dans Titeuf, il veut avoir son premier poil, tu vois, c'est important d'avoir des poils. Bah, je me souviens, on était en colo, je pense que la colo est un vrai truc. On était en colo et on avait, je pense, 10 ans et il y avait un pote qui avait, donc je pense, 10 ans, 11 ans, qui était peut-être un peu plus tôt dans l'année, mais à cette époque, à cet âge-là, ça compte beaucoup, si tu veux, à 8-10 mois d'écart. Et le mec, il avait des poils et il était pubère, quoi, tu vois. On était tous là, waouh, il a des poils, trop fort. Mais j'ai jamais vraiment été dans ce truc de... Putain, il y a des poils et moi j'en ai pas. Enfin, tu vois, je me disais juste, ça viendra peut-être. Au pire, ça viendra pas et puis ça sera triste. C'est pas grave. Plutôt serein. Ouais, j'ai pas la sensation de l'avoir pas bien vécu, quoi. Et donc tu disais que avec ta sœur, t'avais pas beaucoup de relations finalement parce qu'elle était plus jeune que toi, donc c'était vraiment ta petite sœur. Est-ce que avec les gens de ton âge, t'étais proche de filles, ou est-ce que t'étais plutôt parce que donc le basket c'était un loisir masculin? La colo, en tout cas les dortoirs ou les tentes sont pas mixtes. Est-ce que t'avais des copines? Alors zéro, vraiment. Zéro meuf. Zéro meuf. Jusqu'à... How the tables. Avec des meufs. Jusqu'à 17 ans. Zéro meuf dans mon entourage, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans? J'ai rencontré ma femme. La première meuf de ta vie. Ouais, c'est ça. Mais en fait, donc il y a toute une anecdote autour de ça, c'est que donc ma femme qui s'appelle Kat, je vais l'appeler Kat, ça ira plus vite. Donc on s'est rencontrés quand on est un peu des high school lovers, tu vois. On s'est rencontrés quand elle avait 15 ans et moi j'avais 17 ans. Waouh, vraiment. C'était extrêmement jeune. Et elle faisait partie, donc je vous ai raconté qu'on faisait partie de l'équipe de basket et c'était un peu mon groupe social en fait, l'équipe de basket à l'époque. Donc je fais pas partie des rockers et tout, des mecs qui fumaient des clopes et tout. C'est pour ça que j'ai jamais fumé, bof, ça m'intéressait pas trop. Et elle faisait partie de l'équipe de volley dans le club Omnisport. Et donc ça a commencé à se tourner autour parce qu'on avait tous plus ou moins le même âge. Ça a commencé à se tourner autour à l'âge de 16-17 ans, quoi. Et en fait, moi, au départ, j'étais hyper saoulé parce que donc on fêtait le réveillon de Nouvelle Année.
hyper anecdote. On fêtait le réveillon de Nouvelle Année avec toute la bande de potes. Et en fait, je me souviens que c'était mon cousin à l'époque qui faisait partie de la bande, qui est un peu une sorte de... Tu sais, c'est le cousin avec qui t'as grandi, qui a le même âge que toi et qui est un peu plus qu'un simple membre de ta famille. Et c'est lui qui organisait le réveillon. Et il avait invité ce salaud parce qu'il avait des vues sur ma meuf, qui est devenue ma meuf aujourd'hui. C'était très marrant à l'époque. Et il avait invité toute la bande de potes à notre réveillon. Et moi, j'étais over-soulé parce que je me suis dit, mais ça va, la nature de la soirée va changer. C'est-à-dire qu'entre une soirée entre potes, entre mecs, entre couilles, là, d'un coup d'un seul, on amène des meufs. On avait donc 16-17 ans. Et effectivement, ça a complètement changé. Ça a commencé à se pécho dans tous les coins. Et en fait, moi, je faisais partie des mecs qui n'étaient pas intéressés. J'étais là, pourquoi vous faites ça? En fait, c'est quoi pourquoi vous faites ça? Mais t'avais pas envie de... Pécho des meufs? Non, ça m'intéressait pas. Je sais pas pourquoi. C'est gay ou pas, tu penses? Bah, t'avais pas l'air d'avoir trop envie de pécho des mecs non plus. Donc je pense pas. Non. Mais ouais, à 17 ans, t'es quand même au fait de la sexualité et tout, quoi. Donc c'est juste, ça t'intéressait pas. Ça m'intéressait pas. Et en fait, pour moi, c'était juste... venez, on passe une bonne soirée entre potes. En fait, si ça vous intéresse d'aller pécho des meufs, faites-le. Mais en dehors de cette soirée de réveillon, qui était un peu notre soirée depuis 3-4 ans, tu vois, qu'on vivait ensemble, quoi. Du coup, c'était ta première meuf? 4. Ouais. Bah, tu sais, t'as eu des meufs au collège à qui j'ai dû rouler ma première pelle, je pense que j'avais en CM1, et après j'ai trouvé ça très mouillé, c'était nul. Après t'as eu quelques meufs au collège, c'était nul aussi, ça ressemble à rien. Mais ouais, Kat, en fait, c'était ma première vraie meuf. Et voilà. donc t'étais saoulé parce que tout le monde était en train de se pécho à cette soirée. Voilà. Et toi, t'étais avec ton verre de gobelet, Banga. Mon gobelet de peu d'alcool en plus, parce que je bois pas. Je buvais pas à l'époque, je bois toujours très peu. Et qu'est-ce qui fait que t'as fini par pécho la meuf que ton cousin voulait pécho et que c'est devenu ta femme? Parce que... Alors, entre-temps, donc, Kat a donc pécho mon pote de l'époque, qui n'était pas mon cousin, d'accord? Pauvre cousin, il l'aura jamais pécho. Il a pécho la meilleure pote de Kat. Okay. Et il est toujours avec. Qui sont ces gens qui se rencontrent à 17 ans et qui restent ensemble toute la vie? Je sais pas. Ouais, Neuville-en-Ferrain, 10 000 habitants. Voilà. Ça tout aide, petit. Ouais. Donc en fait, Kat a pécho ce pote. Et en fait, donc, on allait dans le même lycée. Il faut savoir que Kat a le même âge que mon petit frère. Et que j'ai appris après coup que mon petit frère avait fait du lobbying pour moi sans que je lui demande quoi que ce soit. C'est-à-dire que juste il avait dit en fait cette meuf là c'est pour lui, et donc je sais pas pourquoi on s'en était pas parlé du tout. Je l'ai appris 6 mois plus tard. Il a fait l'entremetteur. Il a fait l'entremetteur sans que je le sache. Et en fait donc Kat sort avec ce pote qui s'appelle Grégory, et qui se comportait à l'époque, alors je sais pas, on s'est un peu perdu du, peut-être qu'il se comporte toujours comme un connard avec les filles, mais il se comportait tellement comme un connard avec elle. Vraiment, il a bolossé matin, midi et soir. Et donc on allait au lycée ensemble à l'époque, et elle venait de super loin dans le bled pour venir prendre le même arrêt de bus que nous, alors que le bus il faisait juste le tour et 10 minutes plus tard il était chez elle. Non, elle venait juste pour le voir 5 minutes de plus, et j'étais là, putain, la meuf elle est vraiment au taquet. Et lui parlait mal tout le temps. Enfin, pourquoi? Et vraiment je me disais, arrête de lui parler mal comme ça. Et en plus, elle, à côté de ça, elle continue à rester sympa et rester cool et à rester souriante, et à lui mettre un petit peu des balayettes, mais des balayettes sympas, tu vois. Et je me disais, si ça tombe en vrai avec un mec cool, par exemple moi, au hasard, peut-être qu'elle serait cool. Voilà. Je vous passe tous les détails parce que c'est long. Je pense que je l'ai écrit dans un post de mon blog personnel un jour, parce que voilà, c'était... Donc on a fini par se pécho en 1995. Vous étiez où? Voilà, j'étais pas né. Tout à fait. Qui était né? Vous aviez... On a moins de la moitié de la salle qui était née en 95. Vous aviez 2 ans. Enfin, non. Moi, j'avais 4 ans. Voilà. 3 ans, 4 ans. Effectivement. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir une meuf dans ta vie, toi qui n'avais même pas de femme dans ta vie en général, au-delà de ta mère et ta petite sœur? Alors, tu sais que je me suis vraiment posé la question il n'y a pas beaucoup de temps sur qu'est-ce qui fait qu'un con de mec comme moi, qui a été élevé comme un con de mec, juste jouer aux jeux vidéo, jouer au basket, a fini par monter mademoiselle.com. Et en fait, je me suis rendu compte que
je suis tombé très vite amoureux de cette fille, mais très très vite, une semaine plus tard. Vraiment, je lui ai dit, tu sais, je t'aime. Et elle m'a regardé comme ça. Mais elle est pas partie en courant. Pour nos auditeurs qui écouteront ce podcast, on est sur un regard un peu paniqué. Surpris et un peu paniqué. Un peu genre, où est la porte de sortie? On ne sait pas. Alors, il faut savoir pour la petite histoire que quand Kat est sortie avec moi, elle écrit dans son journal intime de l'époque. Pardon. Elle connaît cette anecdote. 13 mai 1995. Je sors avec Fab. Il est mignon, mais pas hyper craquant. Voilà. La violence. Donc, oui, elle n'était pas en mode je l'aime. Non, il est mignon, mais pas hyper craquant. Voilà. À l'époque, mais pas top. J'avais 17 ans, j'avais de l'acné et tout, tu vois. En plus, elle s'est foutue de ma gueule parce que j'avais de l'acné. Il le vit toujours un peu mal, en vrai, mignon, mais pas hyper craquant. 6 mois plus tard, j'avais plus du tout d'acné, j'en ai plus jamais eu de ma vie. Et elle, bim, ça lui est tombé dessus. C'est le karma. Elle l'a gardé jusqu'à sa première grossesse, d'accord? Son acné. Est-ce que t'as fait du vaudou sur elle? Ouais. Donc, t'es très vite tombé amoureux. Je suis très vite tombé amoureux de cette fille. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis d'un naturel curieux. Pas curieux... pas curieux sale, tu vois, pas curieux, raconte-moi tout un truc et en fait ça va me faire des ragots. Non, juste curieux explique-moi comment tu marches et explique-moi comment tu fonctionnes, ça m'intéresse. Je suis curieux de savoir de te comprendre. Donc tu es curieux et tu étais curieux de savoir comment que ça marche cette meuf. Comment que ça marche cette meuf, et en fait je me suis rendu compte très rapidement que je suis tombé fou curieux de comment tu marches, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi dans la vie que tu fais. On lisait Jeune et Jolie à l'époque, on passait des après-midi à lire Jeune et Jolie, c'était amusant. J'ai appris à lui faire des tresses. Parce que en fait je trouvais ça trop marrant. Elle avait des cheveux longs comme les blés à l'époque, blonds comme les blés et longs jusqu'aux fesses. Et je suis tombé tellement fou amoureux de cette meuf que je voulais savoir un petit peu comment ça marche, comment tu marches. Surtout qu'en fait, effectivement, c'était ma première meuf. Donc, si tu veux, je savais pas comment ça marchait les meufs, à part ma mère qui se foutait de ma gueule parce que je voulais pas sauter dans les merdes du chien, et ma petite sœur qui était une sorte d'inconnue pour moi parce que juste elle était trop petite, quoi. Reviens quand tu seras plus grande. T'étais pas intéressante. Mais elle avait que 2 ans de moins que ta meuf. 4. Finalement. Oui. Oh my god. Non, 2 ans et demi. Ça change tout à l'époque, d'accord? J'avais 15 ans et demi. Donc, ouais, effectivement, il y a cette curiosité-là qui m'a amené à découvrir un petit peu, en tout cas, les bribes de comment ça marche les filles. Et par exemple, je me souviens, donc, comment je sais qu'en 1995, dans son journal intime, cette ordure a écrit « Il est mignon mais pas hyper craquant », c'est que l'été d'après, on est partis en vacances pendant 1 mois ensemble. Et en fait, je lui ai dit « Tu sais, il y a un truc trop cool, ça serait vraiment trop bien, c'est que tu prennes tous les journaux intimes et que, en fait, on les lise ensemble. » Voilà. Alors, ça fait pervers ou pas? Je sais pas, non, pas du tout. En fait, à l'époque, c'est hyper bienveillant parce que je voulais juste savoir comment elle marchait en fait avant qu'on se rencontre. Et on passait tous les soirs à relire un de ces vieux cahiers. On se marrait vraiment beaucoup à relire ça. Elle, ça la faisait marrer. Et puis moi, j'étais là, putain, c'était marrant comment t'étais. Et de fil en aiguille, en fait, après, je suis rentré dans une fac. Donc j'ai fait un IUP. Non pas un IUT, un IUP, je sais même pas s'il existe encore les IUP. Donc c'est comme un IUT sauf que c'est Bac+4 et qui communication, dans lequel il y avait vraiment 75% de meufs, beaucoup de meufs vraiment. Et donc tu es obligé en tant que mec de te mettre, il y avait des travaux de groupe et tout, donc on s'est retrouvés dans un groupe. J'étais avec 3 meufs. Et elles m'ont dit, vas-y, viens, on va bosser. On avait un travail de groupe à faire pour toute l'année. Et il y avait une annonce en fait de Pimki. Elles m'ont dit, viens, on va chez Pimki. J'ai fait, ok, si tu veux. Donc j'écrivais. L'idée, c'était de faire un consumer magazine à l'époque. J'écrivais pour toutes les rubriques loisirs. Et elles écrivaient sur la mode et la beauté. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai fini par rentrer chez Pimki et en fait de découvrir encore une autre facette qui était les magazines féminins et comment ça marche encore plus de meufs parce que l'internet ouvre cette possibilité
comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez les gens, et notamment par les forums de discussion. À l'époque, chez Pimki, on avait monté un forum de discussion. Donc, je vous parle de ça. Hein. Je suis rentré chez Pimki en 1998. Voilà. Il y a une fille dans le public qui a fait « J'étais née cette fois-ci ». J'étais né. Tout à fait, tu étais né. Et j'ai bossé là-bas jusqu'en 2005. Et en fait, on avait monté un forum à l'époque avec les clientes de Pimki, en fait. Et ça parlait, c'était un peu l'ancêtre du forum de Mademoiselle, où ça parlait de plein de choses, sauf de cul, en fait, parce qu'effectivement, à l'époque, le site de Pimki ciblait un public plutôt mineur. Donc on est plutôt sur du 12-16 ans, quoi. Mais moi, ça m'a fasciné de me rendre compte à quel point il y avait donc à l'époque, j'avais 21, 22 ans, il y avait des filles qui avaient 15, 16 ans et qui me foutaient des claques monumentales sur leur éducation, leur vie, parce qu'on avait une éducation ou une vie qui n'avait strictement rien à voir. Et moi, j'étais avec mes cons de préjugés de la vie, c'est comme ça, parce que voilà. Et non, parce que regarde, tu peux regarder les choses complètement autrement. Est-ce que tu penses que c'était lié au fait que c'était des meufs ou juste que... Enfin, est-ce que tu penses pas que des garçons de 15-16 ans auraient pu aussi... parce qu'ils ont eu une vie différente de toi, tu vois, par exemple, s'ils n'avaient pas été hétéros, ils auraient peut-être pu t'apprendre des choses aussi. Oui, c'est vrai. Peut-être t'aurais fait Mademoiseau, du coup. Demoiseau.com. Mais non, parce que ça n'existe pas, les magazines masculins. C'est vrai. Pourquoi il y a JQ. Pourquoi non, oui, ça existe, mais c'est de la mode. C'est pas grand-chose. En fait, aujourd'hui, les magazines masculins, ils n'existent pas. Pourquoi ? Parce que les magazines, ils sont traités par des verticales d'intérêt. Le sport, les voitures, je sais pas quoi, les jeux vidéo, etc., etc. Les gros seins. Magazine de gros seins. Speaking of. En fait, il y a beaucoup de discussions en ce moment, et c'est pas forcément une mauvaise chose, sur les attentes différentes des filles et des garçons en termes de sexualité, parce qu'on arrive à l'époque où tout le monde a grandi avec du porno quasi en accès illimité, et avec malheureusement une éducation sexuelle au niveau de l'éducation nationale qui est quasi absente, ou en tout cas très incomplète. Toi, qu'est-ce que tu avais comme idée sur la sexualité avant d'être avec ta meuf, et avant d'avoir une sexualité ? Est-ce que tu avais des complexes ? Est-ce que tu avais peur de trucs ? Est-ce que tu avais des idées reçues qui se sont prouvées totalement fausses ? Puisque, en tout cas, tu n'as pas grandi avec Pornhub. Tu avais peut-être des magazines de darons cachés quelque part. Alors, je me souviens que mon père avait acheté le magazine où Playboy, à l'époque, il y avait la femme de Jean-Marie Le Pen, donc avec qui il avait divorcé. En fait, sa femme avait quitté Jean-Marie Le Pen, et donc pour se venger, entre guillemets, la femme de Le Pen avait posé dans Playboy à poil. Et je ne sais pas pourquoi mon père avait acheté ça. Peut-être que mon père votait Front National. Mais je pense qu'il avait acheté ça en se disant tiens, c'est trop marrant. C'était pour soutenir Playboy, sans doute. Je ne sais pas. Politiquement, je n'en ai pas parlé. Ça me perturbe maintenant. J'y pense. Mais je me souviens qu'il cachait ces magazines-là, et en fait, je sais pas, j'avais 12-13 ans en fait, et j'avais trouvé cet endroit dans leur chambre, tu vois, où il y avait ces trucs chelous, et j'allais récupérer j'ai eu mes premiers émois avec la femme de Jean-Marie Le Pen. C'est chaud. Est-ce que ça pourrait être le titre de l'épisode ? C'est chaud. Donc, on était sur des magazines. Enfin, en fait, Playboy, c'est de l'érotique. Avant ça, faut savoir que donc je fais partie des gens qui ont grandi dans les années 80, et que je pense l'un de mes tout premiers émois, c'était la playmate du samedi soir. C'est-à-dire que sur TF1, à l'époque, je vois quelqu'un qui est extrêmement vieux comme moi dans l'assemblée qui s'en souvient aussi. Donc TF1, alors je sais même plus si ça s'appelait TF1 à l'époque, mais bon, on s'en fout. La Une. C'était la Une, enfin en tout cas la première chaîne, n'est-ce pas ? Le samedi soir, entre 19 et 20h, il y avait un show qui était mené par Stéphane Collaro. Je ne sais pas s'il existe encore, ce gars. Et en fait, tous les samedis soirs, il y avait un truc qui s'appelait la Playmate du samedi soir. Et donc, tu avais une sorte de scénario foireux. Mais alors, je m'en souviens plus très bien, mais qui ressemblait un peu à une sorte de scénario porno, où l'objectif, c'était juste, en fait, à un moment donné, qu'une fille se retrouve à l'image, en train de se déshabiller de façon complètement random. Et elle finissait à poil. Mais à poil, hein, vraiment. Et ça passait à 19h30 ou à 20h sur TF1 dans les années 80. Voilà. À l'heure de l'apéro, c'est très bien. Dites-vous qu'on vient de très loin, en fait, hein, vraiment, parce que... Oui, maintenant, on peut plus mettre un téton sur Facebook. Voilà.
C'était détente. Et donc ça a été, mais en fait, je pense que j'en suis reconnaissant en fait, parce que je me dis, en fait, en vrai, j'ai préféré grandir avec la Playmate du samedi soir, où il y avait un truc bizarre en plus où mon père nous laissait regarder. Enfin, tu vois, je sais pas. Est-ce que vos parents ont fait ça, c'est-à-dire quand il y avait des scènes un peu de cul dans les films, en fait, ils avaient tendance à changer de chaîne ou alors à tousser en changeant de chaîne en disant on va changer de chaîne, on va voir ce qui se passe. Et toi, tu étais là, non, mais de quoi tu arrête? C'est le moment intéressant dans Ghost. Ma mère, elle zappait tout le temps. Ta mère aussi, elle zappait. Mais ma mère est marocaine, donc il y a aussi le côté culturel. Mon père était juste gêné, il sortait fumer une clope. Sur le balcon, tranquille. Mon père avait arrêté de fumer, donc il pouvait plus. Donc ouais, il y avait ce truc-là, tu vois, de la Playmate du samedi soir qui est fou quand même aujourd'hui. Tu te dis, tu regardes ça. Ouais, mais c'est pareil, tu vois, c'est pas du porno dans le sens où ça peut créer une image du corps de la femme qui est relativement limitée, parce que je pense que tout le monde n'a pas le corps des Playmates du samedi soir, mais il n'y a pas d'acte sexuel que ce soit dans Playboy ou dans la Playmate du samedi soir, donc t'as pas d'idée de à quoi ça ressemble de coucher avec quelqu'un, quoi. Alors. En fait, il y a dans une histoire de daron, naguère, il y a un de mes invités qui dit un truc génial, en fait, qui dit que sa femme, elle ressemble pas à la femme idéale telle qu'il imaginait lui dans son adolescence. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu, au tout début, en fait, de ma relation avec Kat, et même, en fait, avant, c'était, en fait, cette meuf ne ressemble pas à l'idéal que j'ai en tête, en tout cas physique. Que j'avais de la femme idéale. Et en fait, je pense qu'assez vite, je me suis dit, mais on s'en fout, en fait, que physiquement, ça ne matche pas avec l'idée que j'en ai en tête. Et je pense que j'avais l'idée d'une meuf peut-être plus fine, tu vois, c'est une fille du Nord, donc, comment dire, elle est solide sur ses appuis, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et je dis ça avec beaucoup de tendresse et d'amour, vraiment. Mais effectivement, j'avais plutôt en tête un truc qui est plus proche d'un fantasme, effectivement, de filles toutes fines, de mannequins, de top modèles, etc. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit, mais ce qui compte, en fait, c'est ce qu'il y a dans la tronche. Et les couilles, mais ça s'est fait sur 15 jours de temps, quoi, tu vois. Et en termes de sexualité même, t'avais pas des idées reçues sur comment ça se passe ou qu'est-ce qui est bien ou pas bien avant de... En fait, c'est chaud parce que je t'avoue que j'ai vraiment des bribes de tout ça parce que je me souviens que je pense en CM1 ou CM2, tu sais, t'as des discussions entre potes, mais c'est pareil, à l'époque, t'as pas Pornhub, quoi, tu vois. Et moi, j'avais pas de grand frère qui pouvait m'expliquer, donc en fait, c'était plutôt les copains qui disaient des trucs du style, tu vois, ouais, ton zizi, il est dur, et en fait, il rentre dans la foufoune de la femme et tout. Tu sais pas, quoi. Et t'es là, mais pourquoi? À quel moment? Comment ça marche et tout? En tout cas, j'ai ce truc bizarre de à quoi ça sert? Quel est le point, vraiment? Je me souviens aussi avoir été très étonné, en fait, de voir parfois mon père faire des remarques sur des filles qu'il trouvait jolies, tu vois. Et je comprenais pas à l'époque. J'étais c'est quoi? Elle a des jambes, en fait. Pourquoi tu dis qu'elle a juste des jambes, la meuf? Et puis, en grandissant, à un moment donné, à 15-16 ans, tu fais... jambes, yes. Je vois ce que tu veux dire, très bien. Mais en dehors de ça, en fait, en termes de sexualité pure, non, parce que je pense qu'on a une grande chance, en fait, avec Kat, c'est qu'on a tout appris quasiment ensemble. C'est-à-dire qu'on a grandi sexuellement ensemble, on a fait... Alors, spoiler, disclaimer, non, ma femme n'était pas vierge quand on s'est rencontrés, elle avait déjà fourvoyé... Betty Follet, jeune. Avec Grégory le connard ou pas? Non. Ah, en plus. Bien. Puis peut-être, je sais pas. Non, je pense pas d'ailleurs. Non, au contraire, elle disait juste, il me parle pas trop, il me parle pas bien, donc niet, no possible. Une bonne stratégie. Plutôt une très bonne stratégie. Donc non, avec, tu sais, avec une sorte de loupard qu'elle voulait transformer en mec bien. Ah oui. Tu l'as ou pas? Spoiler, ça ne marche pas généralement. Elle avait 14 ans, putain. Oui, encore moins à 14 ans. Vraiment non. Mais ceci dit, pour moi, c'était ma première fois. Et en fait, on a vraiment appris plein de trucs ensemble. Donc on a grandi, on a fait notre éducation sexuelle, en fait, ensemble, en grandissant, en disant, tiens, en fait, si je t'appuie là, c'est marrant ou c'est pas marrant? Voilà. Ce genre de truc. Vous voyez? Ou pas? Ça vous parle? Est-ce que parmi les hommes autour de toi,
qui du coup ne sont peut-être pas restés avec leur première meuf de quand ils avaient 17 ans. T'as vu des incompréhensions ou des complexes et des idées reçues grandir que du coup toi t'as pas eu puisque t'as tout appris avec Kat. Est-ce qu'il y a un moment où tes potes se sont mis à parler de il faut absolument tester ça, sinon ta vie sexuelle elle est boring ou des choses comme ça? Non, parce qu'on parlait pas de cul. Hein. Tu parles pas de cul avec tes potes? Non. Mais vous parlez de quoi? Alors c'est le moment de dire qu'en fait j'ai pas beaucoup de mecs, d'amis mecs en fait, de potes mecs, parce qu'en gros les mecs me gonflent, voilà, et me gonflent. C'est lui le vrai misandre dans l'histoire. Et les mecs me gonflent d'autant plus que en fait me gonfle d'autant plus que j'ai créé Mademoiselle et j'ai développé Mademoiselle et que je me rends compte à quel point les mecs sont cons. D'une manière générale, alors c'est pas de leur faute, hein. On les élève comme des cons et on les élève à juste être cons. Et peut-être que tu peux expliciter ce que tu veux dire par con pour les hommes dans l'assemblée et puis qui nous écoutent et puis qui peut-être se trouvent pas si cons, tu vois. Non, c'est vrai. Peut-être vous êtes pas si cons et à ce moment-là, n'hésitez pas à venir me voir. On fera une ligue de mecs pas si cons. Mais en fait, je trouve que toutes les valeurs virilistes, c'est un truc qui m'a jamais vraiment fait triper. Je parlais tout à l'heure de mes copains du collège qui étaient ou du lycée qui étaient dans les clubs de foot et ça me fascinait un petit peu. Tous ces trucs-là, en fait, m'ont jamais vraiment excité des masses et je me suis jamais reconnu là-dedans. Et je pense que si j'ai pu le faire ou rentrer dans ce jeu-là à un moment donné, c'était plutôt par mimétisme. Et en fait assez vite je me suis rendu compte que le mimétisme c'était de la merde. C'est pour ça par exemple que j'ai jamais fumé de clope en fait quand j'ai jamais commencé à fumer, parce que quand j'avais 13 ans et que tous mes potes ont commencé à fumer, j'ai fait bah les couilles, moi c'est nul votre truc, j'avais pas besoin de ça, ça m'intéressait pas. Mais c'est juste globalement en fait ces bandes là de bros quoi, tu vois, comment on appelle l'amitié virile, la culture bro aux US, moi ça me fatigue quoi, vraiment ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai eu plutôt tendance assez vite et notamment à la fac à avoir des potes filles. Donc pas beaucoup d'amis mecs, et en plus il me semble que les mecs n'ont pas très, très bien réagi à ton choix de carrière et de créer un magazine pour les gonzesses. Ouais. Et puis pas beaucoup d'amis mecs aussi, parce que je me suis vraiment fait bolos au collège. J'ai fait partie de ces connards qui avaient une bande de 4 potes et qui en fait étaient des copains qui finissaient toujours par me taper en fait à la fin ça arrivait à beaucoup de gens, hein, c'est ça, ouais. Qui finissaient toujours par me taper. Et en fait, c'était trop. Je me suis rendu compte d'un truc il n'y a pas très longtemps, c'est que je faisais partie de. J'étais petit en fait à l'époque. Enfin, en tout cas, ils étaient plus grands que moi. Clairement, physiquement, il y avait un truc qui jouait. Et donc ça s'est passé pendant tout le collège, à peu près. Enfin, 4e, 3e vraiment, 6e, 5e un peu, 4e, 3e un peu plus vénère. Effectivement, mais j'ai pas souvenir en fait que mes parents m'aient vraiment défendu, tu vois, enfin en tout cas soit vraiment monté au créneau. Je pense pas non plus vraiment leur avoir raconté plus que ça, c'est-à-dire que c'était juste un truc. Mais est-ce que ça se voyait, genre est-ce que t'avais des marques de coups vraiment, ou c'était du bolossage, enfin, non, il y a jamais de marque. Est-ce qu'il y avait des signes d'alerte, tu vois, pour tes parents? Non, parce qu'en fait tu te fais. En fait, ils me tabassaient jamais vraiment jusqu'au sang, quoi, si tu veux. Tu vois, c'était plutôt des humiliations et des trucs. Paloches. Ouais, voilà, des trucs qui te laissent en général pas de marque. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis passé de la 3e à la seconde, donc il y a eu cet été où je changeais de collège et donc a priori je changeais complètement d'environnement et d'univers. Et pendant l'été, j'ai pris 15 cm en 3 mois. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, j'étais plus le plus petit. Et je pense qu'il y a un vrai truc psychologique qui s'est passé chez moi. Alors je sais pas, hein, faudrait m'allonger un peu plus longuement, sans doute. Mais il y avait un vrai truc du fait d'être sorti en fait de cette relation qui était très compliquée avec cette bande de potes qui était nulle, de sortir un peu, de changer d'univers, etc. Et de me dire en fait c'est bon, je laisse ce truc passer. Et donc j'ai pris 15 cm et je suis devenu plus grand qu'eux assez rapidement en fait. Et ce qui est cool, c'est qu'après, en seconde, j'avais plus du tout de bande de potes. Et j'ai ce copain que j'ai rencontré. Alors, je ne sais pas si ça vous arrivait, mais quand vous changez de lycée, que vous vous retrouvez dans une classe où vous connaissez 0 personne, vraiment personne du tout, ça a été un peu compliqué pendant une semaine. Et j'avais ce pote, en fait, qui était à l'époque juste un mec
qui avait l'air chelou aussi parce qu'il était tout petit, il était tout trapu, il avait les cheveux, il avait une coupe des années 90, un mulet, n'est-ce pas? Il riait très fort, il aimait beaucoup les jeux vidéo. À l'époque, on jouait à la Super Nintendo, d'accord? Et en fait, ce mec m'a vraiment sauvé la vie parce que on a commencé à se lier d'amitié et assez rapidement, je me suis rendu compte que j'ai commencé à le bolosser. C'est-à-dire que vous savez, ce fameux truc de les harcelés finissent par devenir des harceleurs. J'ai commencé à faire ça avec lui et il a eu ce réflexe génial en fait. Et coucou Gilles, si tu m'écoutes, parce que vraiment je pense que tu m'as vraiment sauvé la vie. Où il m'a simplement dit, mais avec un naturel et une vulnérabilité folle, mais pourquoi tu fais ça en fait? C'est pas cool parce que ça me fait du mal. Et là, vraiment, je me suis fait ok, le mec, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je suis sorti, j'ai vraiment eu la sensation à ce moment-là de sortir de moi et en fait de me voir en train de reproduire le schéma que j'avais subi en fait pendant tout le collège. Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai, je suis complètement con, je suis désolé. Et en fait, plus jamais de ma vie. Après, j'ai été con avec les gens. En tout cas, j'ai fait en sorte de ne pas être trop con, jamais en faisant exprès, en tout cas. Et ça m'a, en fait, ce gars m'a sauvé la vie. Donc, je pense aussi qu'il y a ce truc, tu vois, ce mec était pas un bro, quoi, tu vois. C'était un mec trop sympa qui dessinait, qui était on se moquait des filles, mais en fait, on se moquait des filles parce que elles étaient un peu teubées et que pas teubées, ouais, c'était des caricatures. On parle quand même des gens qui se faisaient pipi dessus dans les vestiaires. Donc, un avis à prendre avec des pincettes. Mais les filles, en fait, elles jouaient un rôle de filles et ça nous faisait marrer. Oui, elles étaient nunuches et puis. Voilà. Et donc, voilà. Puis vous étiez des garçons. On se moquait un peu d'elles de façon un peu ironique. C'était marrant. Et j'ai perdu ma question. C'était pas du tout ça ma question, mais c'est pas grave. Oui, si, ma question c'était sur le fameux sujet des mecs qui pensent que t'as créé un magazine de meufs pour. Oh là là. Pour des objectifs qui auraient peut-être été les leurs, et du coup je suis très contente que ces mecs-là n'aient pas créé un magazine de meufs. Mais donc il y a les deux schémas. Il y a les mecs qui pensent que tu as créé un magazine de meufs pour toutes les baiser. Non, vraiment, on ne fait pas ça. Il a une femme, tout va très bien. Non. Et les mecs qui pensent que tu as créé un magazine de meufs parce que t'es gay. Non plus, je crois. Dis-moi si je me trompe. Bah, je pense pas. Je pense pas. Après, peut-être ça arrivera un jour, je sais pas. Oui, peut-être. Mais j'ai pas la sensation aujourd'hui, j'ai 40 ans, que je vais avoir une seconde vie, tout nouveau monde, tu sais. Ouais, en fait, c'est un truc vraiment qui me revient beaucoup. C'est fou parce que moi, la première fois que j'ai eu droit à ce truc, c'est-à-dire que j'avais créé Mademoiselle, et la première fois que j'ai eu droit à ce truc, je me suis retrouvé face à des mecs qui avaient créé eux leur site, et en fait, on déjeunait ensemble. Et le mec, d'emblée, me dit putain, toi, t'as trouvé le bon créneau, quoi. Et en plus, mais je suis tellement teubé parce que j'ai pas les codes à ce moment-là. Et je lui dis, le bon créneau, tu veux dire marketing, je sais pas, non, en fait, tu vois, je lui dis non, j'ai pas fait d'études de marché, tu sais, c'est juste, je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire ce magazine-là à ce moment-là. Et le mec, il me fait, en fait, je pense que le mec, à ce moment-là, pense que je lui réponds. Je lui fais une réponse officielle, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes en double bluff tous les deux, genre. Il a pas benchmarké les petits culs, ok. Et il me fait, non, mais tu vois bien de quoi je veux parler. Il me fait un clin d'œil. Et là, je fais, ok. Le mec pense que je les baisse toutes. Et en fait, ça m'est revenu extrêmement souvent. Et il y a toujours ce truc, en fait, qui me court après, enfin depuis des années et des années, où j'ai eu un jour un article dans Stratégie où la meuf présente Mademoiselle un peu comme mon harem. Alors elle le présente pas comme ça, mais le mot cette harem idée était utilisé de harem qui me fait extrêmement gringer. Moi, je suis pas à l'aise avec ça parce que c'est pas du tout mon objectif dans la vie. Oui, puis c'est pas notre rôle non plus à nous en tant qu'employés de Mademoiselle. C'est pas hyper flatteur non plus pour nous, quoi. Enfin, d'une manière générale, on n'est pas juste là en sous-vêtements à manger du raisin et à sucer des bites. On bosse quand même un petit peu. J'aimerais bien faire que ça de mes journées, mais bon. C'est tellement sexiste comme vision des trucs. Personnellement, ça me rend fou. Mais bon, c'est pas grave. Hein, ça fait partie des trucs qu'il faut que j'affronte. Et en fait, aujourd'hui, donc
c'est un vrai truc pour moi parce qu'aujourd'hui les mecs qui me disent ça, ça me permet de repérer les queutards, quoi. Parce que les queutards, les mecs qui sont juste là pour baiser les meufs, ils me renvoient tout de suite cette image-là, en fait. Ils me renvoient tout de suite ce truc de... Parce qu'ils pensent que tout le monde est comme eux, tu penses ? Ils pensent que tous les mecs sont comme eux ? Je pense qu'ils pensent que j'ai pas monté Mademoiselle juste pour monter Mademoiselle. Ils pensent que j'ai monté Mademoiselle juste pour pouvoir pécho le plus grand nombre de meufs. Voilà. Donc ils partent de ce principe-là. En fait, ça m'intéresse parce que ça pourrait les mettre en danger, tu vois, d'arriver limite frontalement et de dire t'as monté Mademoiselle pour toutes les niquer, ce qui sous-entend ils le disent que... pas comme ça. Non. C'est ça le truc. Mais tu le vois, quoi. Mais enfin, maintenant, je le vois dans leurs yeux qui sont juste... On sait de quoi tu parles, mon pote. Et comment tu réagis ? Donc toi, ça te permet de les reconnaître, mais comment tu réagis ? Est-ce que tu mets les points sur les i clairement, genre pour info, je ne nique pas mon équipe, ou est-ce que juste tu n'as plus envie de leur parler ? J'ai plus trop envie de leur parler, en fait, parce que pour moi, c'est vis dans ton truc et en fait, je sais même pas parce que ça me désarme tellement, en fait, que en fait, si un jour un mec vient me faire une remarque très désobligeante, je vais le recadrer, c'est-à-dire que mais quand c'est jamais aussi c'est jamais aussi clair que ça, quoi. Donc c'est plutôt on sait pourquoi ce petit clin d'œil qui me fait flipper à titre personnel, voilà. Et puis à l'opposé du spectre, il y a des gens qui pensent que j'ai monté Mademoiselle parce que je suis gay et que je suis le fameux cliché du meilleur ami gay qu'on voit dans toutes les comédies américaine à la con, le mec qui s'intéresse forcément aux femmes, mais pourquoi ? Parce qu'en fait il a aucun intérêt pour elles, et que, enfin en tout cas aucun intérêt autre que, enfin, en tout cas, pas vouloir avoir des relations sexuelles, n'est-ce pas, avec elle, qui est juste une sorte de meilleur pote, mais masculin. Et j'ai une anecdote là-dessus, c'est que donc on organise des gros stuff, hein. Si un jour vous avez l'occasion de venir à Paris, un week-end de gros stuff, surtout n'hésitez pas, c'est sans doute les meilleures soirées que j'ai jamais vécues. Et je dis pas ça parce que c'est nous qu'on les organise, hein, vraiment. Et en fait il y a une lectrice qui vient me voir et qui me dit 2h du mat dans une grosse stuff, bon, elle est un peu picolée, hein, elle est clairement pas, elle est pas au top de son game, quoi. Et elle vient me voir et elle me dit c'est toi qui as monté Mademoiselle et tout, c'est super, bravo pour tout ce que t'as fait, machin. Tu me fais un peu penser à mon père, hein, tu sais. Je suis pourquoi ? Parce que mon père il s'appelle Fabrice comme toi. Ok, cool. Et puis il est gay comme toi aussi. Et sur le moment, je pense que c'est une blague parce que vraiment, c'est amené de façon. La meuf est sûre que je suis gay, vraiment. Elle est arrivée, elle a fait, toi t'es gay, ok ? Je sais pas pourquoi elle pense ça. Et en plus, moi, comme un con, je lui fais, bah non, je te jure, je suis pas gay. Elle fait, mais si t'es gay, enfin si t'es gay, pourquoi tu dis que t'es pas gay ? Bah parce que je suis pas gay, je suis hétéro. Et je lui dis, tu sais, on est en 2010. En plus, elle me fait, tu sais, on est en 2018. Enfin, tu peux le dire que t'es gay, c'est bon. Je sais. Et en plus, si j'étais gay, mon pote, j'en aurais fait vraiment un truc de marque, quoi. Tu vois, je suis gay. Non, pas du. Enfin, ridicule. Pourquoi ? Et elle me dit, et je lui dis, en plus, comme un connard, je commence à me justifier. C'est-à-dire que je fais, non, mais je te jure, je suis marié et tout. Et puis ma femme, elle s'appelle... Ouais, ta femme, elle s'appelle Sylvain, qu'elle me fait... Cette meuf, c'est vraiment mon héroïne. Elle est géniale. Elle est trop forte. Et... si tu nous entends, fais-moi signe sur Instagram, parce que on a pris une photo après, tu m'as tagué, mais je t'ai pas suivi. En fait, j'aimerais bien reprendre contact avec toi, parce que tu es extrêmement marrante. Et donc je lui dis, mais non, je te promets, regarde, j'ai une bague, j'ai une alliance et tout. Elle fait, non, mais ça, c'est une alliance de PD. Vraiment, elle me dit ça. Et je continue à me justifier, c'est-à-dire que je lui dis, mais non, je te promets, regarde, je sors mon téléphone, je sors une photo avec ma femme et mes filles. Et en fait, elle a fini par dire, ah, mais donc t'es hétéro ? Ça fait vraiment 10 minutes que je suis en train de te le dire. Et en fait, je lui ai dit, mais pourquoi tu penses ça ? Elle me dit, bah je sais pas, en fait t'as monté un magazine de meufs, donc pour moi en fait forcément t'étais gay, quoi. Pourquoi t'es un mec hétéro et t'as monté un magazine de meufs ? Donc là j'ai tout de suite vu qu'elle allait basculer dans l'autre truc qui était, tu les baisses toutes, c'est ça ? Donc je lui ai dit, et je ne les baisse pas toutes, je te promets, je n'en baise même aucune, d'accord ? Keep cool. Et là elle a fait, ah ok, mais alors elle a fini par s'excuser même si elle avait 4 grammes. C'était, voilà, petite anecdote marrante de mon quotidien de mec qui a lancé un magazine féminin. C'est quand même tragique de se dire que même les meufs ont intériorisé le fait qu'on n'est pas intéressante au point que cette meuf-là n'arrive pas à croire
que t'aies pas entre guillemets une bonne raison de t'intéresser à la moitié de l'humanité, quoi. Mais pourquoi t'intéresser aux meufs si tu veux pas les baiser et que t'es pas gay? Ça n'a aucun sens. Ce serait genre des personnes intéressantes, c'est faux. Et c'est une meuf, et c'est une lectrice puisqu'elle est à la grosse stuff. Il y a quand même une majorité de gens qui connaissent au moins Mademoiselle. Elle connaît Mademoiselle puisqu'elle vient me dire mais elle me reconnaît, donc ça, c'est déjà pas forcément. Faut creuser un peu parce que je suis pas non plus sur la page d'accueil en disant bonjour, c'est mon site. Ça ne s'appelle pas fabflorent.com, n'est-ce pas? Donc il faut creuser un peu. Donc la meuf, elle me reconnaît et puis elle dit bravo, merci pour tout ce que tu as fait et tout. Donc elle c'est pas juste une lectrice lambda, quoi. Moi, tu vois, personne m'a dit pourquoi tu t'intéresses au mec. C'est pas, ça ne surprend pas trop. Par contre, ce qui surprend, c'est peut-être le timing ou est-ce que c'est pertinent de le faire parce que vous êtes dominant dans la société, donc on devrait pas trop s'intéresser à vos problèmes pour l'instant. Moi, j'ai décidé de le faire, voilà, j'ai le droit. Mais personne m'a dit c'est pas un sujet intéressant, tu vois. Parce que les mecs, c'est intéressant, je pense, de base. Bah déjà, tu parles avec eux de leur bite, donc ça, c'est intéressant. Toujours intéressant, la bite. Vive la bite. Qu'est-ce que tu voudrais dire à un mec qui écoute ce podcast, qui est peut-être jeune, peut-être moins jeune, mais qui, en tout cas, c'est la première fois peut-être qu'il réfléchit à ça veut dire quoi être un mec? En fait, je sais que c'est pas facile, mais fais en sorte de te libérer de toutes les conneries qu'on t'a appris depuis que t'es tout petit. Tous les trucs que tu fais parce que tu penses que c'est ça qu'on attend de toi. Tous les trucs auxquels tu réagis ou que tu regardes, auxquels tu t'intéresses d'une manière générale, parce que tu penses que c'est ça qu'on attend de toi en tant que mec. En fait, t'es pas un mec parce que t'es un mec. T'es un mec parce que la société a voulu que tu deviennes un mec. T'es un mec parce que l'intégralité du monde qui est autour de toi, qui t'entoure, a dit tu seras un mec. Et donc, comme t'es un mec, il faut que tu t'intéresses à ça, ça, ça et ça. Et je pense que tu peux te demander, en fait, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? C'est quoi mes vrais centres d'intérêt? Et pas les centres d'intérêt que tu penses qu'on attend de toi. Pour moi, c'est ça le truc le plus important. Et je pense que l'un des trucs aussi qui m'a sauvé, c'est vraiment cette idée de je m'en bats les couilles d'être obligé de faire comme tout le monde et d'être conformiste et de rentrer dans le troupeau. Ça m'a jamais vraiment trop intéressé, mais même à l'adolescence où tu as tendance à vouloir te cacher, quoi. C'était pas un truc qui me branchait. Moi, je faisais juste ce que je voulais et puis voilà, quoi. Ce qui m'amène sans doute aujourd'hui à faire Mademoiselle. Puis à me faire interpeller par des meufs de 22 balais. T'es gay. Ça me va bien. Si c'est le prix à payer, ça va. Oui, puis c'est pas comme si c'était une insulte. C'est juste une fausse idée sur toi, quoi. Bah oui. Je pense pas qu'elle te l'a dit comme une insulte. Si son papa s'appelle Fabrice et qu'il est gay, bah non. Ça doit aller. J'adorerais rencontrer son... En fait, si tu m'écoutes vraiment, je voudrais... Est-ce que tu veux faire un histoire? Je voudrais interviewer ton père. Mais oui, bien sûr. De ouf. Ce serait très cool. On va passer à la dernière question. T'as eu 6 mois pour y réfléchir. La plupart des invités ont 2 heures parce que j'oublie de leur poser en avance. Encore une fois, on adore l'impro. En fait, je la pose en avance aux invités parce qu'au début, je la posais sans prévenir. Et c'est une question que j'ai décidé de poser à tous mes invités. Et en fait, sans prévenir, ils avaient vraiment du mal à trouver parfois. Donc j'ai décidé de leur donner un peu d'avance. Bon, Fab, ça fait 7 épisodes qu'on fait ensemble, donc tu la connais. Est-ce que t'as un exemple de mec réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité? Alors, le mec réel, mais vraiment, si vous parlez anglais ou pas? Ok. Donc, je vous invite vraiment à découvrir Terry Crews. Vous voyez qui c'est, Terry Crews? Vous connaissez Brooklyn Nine-Nine? Ok. Donc, dans Brooklyn Nine-Nine, c'est le sergent. Celui qui aime beaucoup les yaourts. Et qui a une montagne de muscles. Qui fait 2 mètres aussi, et qui est une énorme montagne de muscles. En fait, à côté de son rôle, enfin de sa vie d'acteur, le mec est surtout un ancien champion de la NFL, donc de foot américain. Voilà, vraiment. Le mec est une immense montagne de muscles. Et il a un podcast en fait en live avec un mec qui s'appelle Tim Ferriss en fait, qui a tendance à faire des interviews et il parle pendant 1 heure, je sais pas, 1 heure et demie, peu importe. En fait, j'ai tout avalé ce podcast génial où il parle de masculinité. Alors il faut savoir que c'est vraiment son bail, hein, Terry Crews de base, qui a tendance à sortir sur le sujet, un peu comme The Rock. Donc Terry Crews, c'est notamment un des premiers hommes au moment où il y a eu l'affaire Weinstein et le mouvement #MeToo, à dire MeToo, moi aussi j'ai été agressé.
Donc il y a eu à une soirée à Hollywood, il a fini par dire qui c'était. C'était un mec assez influent d'une grosse agence d'acteurs, des agents quoi, qui lui a attrapé le paquet alors qu'il était là avec sa femme, soirée, cocktail, smoking et tout. Et vraiment, Terry Crews, c'est une montagne de muscles. Et le mec lui a attrapé les parties génitales. Et donc, Terry Crews était figé et il s'est dit je peux pas lui casser la gueule. Enfin, déjà, qui est-ce que les flics croiront parce qu'il est noir, il est afro-américain. Donc, si je casse la gueule d'un blanc, ça va être pour moi. Et en plus, je veux pas perdre mon taf. Donc, il est resté complètement figé. Et il en a jamais parlé jusqu'au moment de MeToo où il en a parlé pour dire... En fait, pour tous les gens qui disaient aux meufs pourquoi t'en as pas parlé avant, pourquoi t'as pas porté plainte, pourquoi est-ce qu'on devrait te croire, pourquoi est-ce que ça t'arriverait à toi alors que t'es hyper prestigieuse et tout, il a dit en fait je veux montrer que ça peut m'arriver à moi, et si ça peut m'arriver à moi qui fait 2 mètres, 150 kilos de muscles, à une soirée où tout le monde est habillé, où je suis avec ma femme et où j'en ai jamais parlé, où je me suis pas défendue, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Donc il a pas fait ça pour dire moi aussi, les hommes aussi, il a plus fait ça pour dire croyez les meufs parce que si vous me croyez moi, vraiment croyez toutes les meufs qui ont beaucoup moins de moyens ne serait-ce que d'autodéfense que moi. Et maintenant, depuis, il a porté plainte contre le gars, etc. Donc il est en litige et ça lui tient à cœur de gagner son procès. Justement parce qu'il est toujours dans cette démarche de si moi je gagne pas, je vois pas quelle meuf pourra gagner en justice, en tout cas quand il n'y a pas de preuves physiques. Soyez la personne que vous voulez être et peu importe ce qu'on essaye de vous obliger d'être, soyez qui vous voulez être. Dans ce podcast, il parle surtout de vulnérabilité. Et en fait, il explique pourquoi il a laissé ce mec lui faire ça. En fait, il explique que depuis qu'il est tout petit, il deal avec... alors, je sais plus quel terme il utilise, mais genre, il deal avec les bâtards, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il a toujours négocié... Ah oui, je sais plus comment il dit qu'il négocie, justement. Négocier avec les enfoirés. Négocier avec les enfoirés, je pense un truc comme ça, où il dit que son père était effectivement complètement... Alors, comme tu dis, une relation pas top, son père était complètement fucked up. Et donc, il disait qu'il a toujours négocié avec lui pour faire en sorte qu'il blesse personne. Enfin, le mec était hyper violent, etc. Et après, il s'est retrouvé au foot américain avec un coach qui était lui-même fucked up aussi. Donc, il a négocié aussi avec lui. Et donc, il dit, après, tu te retrouves dans ta carrière à négocier aussi avec des gros bâtards, avec des fils de pute. Et tu te retrouves dans ta carrière hollywoodienne à te retrouver avec un mec qui t'attrape par le paquet. Donc, en fait, tu ne fais rien d'autre que de reproduire ce schéma. Il parle énormément de vulnérabilité. Enfin, ce podcast, on vous mettra dans le lien quand le podcast sortira. Mais ce podcast est vraiment fou parce qu'il parle de tellement de choses. Il parle justement d'accepter sa part de vulnérabilité quand t'es un mec, d'accepter de pouvoir pleurer. Il raconte que dans les vestiaires, quand il était joueur de pro NFL, en fait, il sortait son chevalet, il faisait des portraits de ses coéquipiers, donc il peignait en fait. Le mec disait, pourquoi tu sors? C'est pas du tout le délire de la NFL. Je sais pas si vous voyez un peu les énormes molosses. Donc tout ce podcast en fait qui dure peut-être 1 heure, 1 heure et demie, est vraiment pour moi m'a fait ouvrir les yeux. Je t'ai dit Mimi de l'écouter, je sais que tu l'as toujours pas écouté parce que tu es comme ça. Oups. Mais j'espère que vous écouterez Bordeaux, cette recommandation de ma part. Merci beaucoup Fab. Est-ce qu'on peut applaudir Fab? Will Pano applause. Merci. Merci beaucoup. Merci Mimi, c'était cool. Merci et merci à toutes et à tous d'être là. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode un petit peu spécial de The Boys Club avec Fab, ce cher Fabrice Florent. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner sur une plateforme de podcast, votre préférée, ainsi que sur YouTube, car maintenant j'ai une chaîne rien que pour moi qui s'appelle The Boys Club, c'est facile, il n'y a pas de piège. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus et des commentaires si vous êtes sur YouTube. J'irai vous mettre des cœurs et du love. Et si vous écoutez ça en podcast, mettez s'il vous plaît des commentaires et des étoiles sur iTunes, idéalement 5, car ça permettra à The Boys Club d'être mieux référencé et comme ça on sera plein à l'écouter et comme ça on vaincra la masculinité toxique et on vivra dans un monde plus doux. Merci beaucoup, rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bye bye.